dans les trois langues. Il y a juste derrière sur la petite table des écouteurs que vous pouvez prendre et que vous pouvez utiliser. Donc, bienvenue à la Maison de l'Argentine, cet établissement qui existe à Paris depuis l'année 1928 et qui, depuis 1928, fait le lien culturel entre la France et l'Argentine. C'est une joie aujourd'hui d'accueillir Lola Velarde, que je remercie parce qu'avec ses équipes, c'est eux qui ont géré toute l'organisation de cette soirée avec Brice et votre ville aussi. Je remercie de s'être occupé de tout cela. Et c'est une joie de vous accueillir pour un sujet tellement important qui est l'euthanasie. Alors, j'ai fait quelques petites notes, pas que j'aime lire ce que je vais dire, mais parce que je voulais vous dire quand même 2-3 phrases que je n'aurais pas retenues par cœur. Et la phrase est la suivante. Si Dieu n'existe pas, je suis Dieu. Si Dieu n'existe pas, si Dieu existe, tout dépend de lui. S'il n'existe pas, tout dépend de moi, et je suis tenu d'affirmer ma volonté. L'homme n'a fait qu'inventer Dieu pour vivre sans se tuer. Ça, c'est un personnage par Dostoïevski, inventé par Dostoïevski dans un livre qui s'appelle Les démons, et dans lequel Kirillov explique que s'il veut prouver l'absence d'existence de Dieu, il doit se tuer. Nous sommes devenus une société de Kirillov. Nous sommes devenus une société où on a déplacé Dieu de la centralité et où l'homme tente désespérément de prendre sa place. Et il faut le dire, il faut le redire, la vie est un don de Dieu. Il n'appartient pas à l'homme d'accompagner à mourir. On n'accompagne pas les gens à mourir. On les accompagne dans leur vie, tout au long de leur vie, et à la fin de leur vie, dans la dignité, pour qu'ils puissent rendre leur dernier souffle à l'heure de leur mort, quand le bon Dieu le voudra, car la vie est donnée par Dieu et elle est retirée par Dieu. Je pense que voilà, c'était les mots que je voulais vous dire. C'est très important pour nous, ce n'est pas des paroles en l'air. Vous savez que Javier Milei en Argentine assoit toute son action politique sur 3 principes: la défense de la vie depuis la conception jusqu'à sa mort naturelle, la défense de la liberté et la défense de la propriété. Donc ça a un véritable sens de faire cette réunion ce soir dans la Maison de l'Argentine, compte tenu des valeurs qu'on défend aujourd'hui en Argentine et qu'on défendra toujours. Juste une dernière petite remarque, une dernière observation, et après je passerai le micro à Lola. Mais je pense que ce combat, qui est un combat pour la vie, est un combat dans lequel la vie finit toujours par triompher. À la fin, la vie vainc la mort. Et ça, c'est une expérience qu'on connaît, c'est une expérience qui est palpable. Et tous ceux qui luttent pour la culture de mort, je pense qu'à la fin, peut-être pas à cette époque, peut-être dans une autre époque, mais finiront par faire comme Julien l'Apostat, en train de retirer la flèche qu'il a tuée et de jeter le sang vers le ciel, en train de crier « Tu as vaincu, Galilée ». Voilà. C'était les mots de bienvenue, d'accueil que je voulais vous dire. Je vais laisser maintenant la parole à des personnes qui vont mener des combats incroyables en Espagne, en France, dans le monde entier sur ces sujets et qui auront beaucoup à nous dire. Bienvenue à tous, bon colloque et surtout, je demande un applaudissement pour Lola et pour Brice et pour tous les intervenants qui suivront. Merci beaucoup. Allow me to speak in English. You have the translation, as we mentioned before, online. If you have earphones, you can do that from your cell phone. And if you don't have earphones, there are some on the table up there. So thank you very much, Santiago, for your words. Plenty of wisdom, and for your welcome in the House of Argentina in Paris. And I want to thank also the European Center for Law and Justice and Gregor Pupin for his support to this event. Also Christian lawyers, Abogados Cristianos and Polonia Castellanos. Brice will present her later on, but and also, of course, the Tocqueville Fellowship
and Brice Hamard and all his team that has been so helpful. Let me very briefly introduce the Political Network for Values. This is a network of politicians and civic leaders from both sides of the Atlantic that was started in 2014. And the purpose is to gather politicians that share the core values of defending life, family, and fundamental freedoms, the freedom of the parents, religious freedom, freedom of speech. So we gather politicians to exchange the successes that they have had in their respective countries and try to foster this agenda protecting particularly the most vulnerable, as we are doing today here. So we will have here today the experience from Spain on the case of Noelia. We will have the experience of the UK, in Great Britain, where they just stopped a bill successfully stopped a bill on euthanasia in the UK. And we have also our French politicians that are dealing with this issue here in France. Laurence Trochu and Christophe Benz, and I very much appreciate and thank you for joining us today. And maybe you can also explain this palliative care bill that has been passed recently. You have some information on the Political Network for Values, on the values we defend, and let me immediately give the floor to our speakers and to start with the topic of today. And we hope that this can help stop euthanasia in Europe and protecting the most vulnerable. So thank you. Go ahead. Bonsoir à tous. Ah. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Non. Est-ce que vous m'entendez? Non. Là, ça devrait marcher. Ah, je... Hop. Est-ce que là, vous m'entendez? Non, toujours pas. Et maintenant, bon. Est-ce qu'on a un incident technique peut-être? Does that work? Okay, now it's working. Thank you very much. Bonjour à tous. Donc, nous allons accueillir cette conférence. Avant de commencer, je précise simplement que notre rôle à la Bourse Tocqueville est simplement en co-organisateur et d'offrir une plateforme de débat et de réflexion sur des sujets majeurs de société. Et c'est le cas ce soir. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir donner la parole à ceux qui l'ont que très rarement. Les propos tenus ce soir n'engagent naturellement que leurs intervenants, mais nous pensons qu'il est essentiel dans une démocratie vivante de permettre un échange libre, pluraliste et respectueux sur ces questions. Donc, nous allons accueillir nos intervenants de ce soir. Tout d'abord, Polonia Castellanos, avocate, juriste et consultante légale. Polonia préside l'association Christian Lawyers en Espagne. Elle s'est distinguée par une carrière remarquable dans le contentieux stratégique et la représentation juridique devant des juridictions de haut niveau, se spécialisant dans la défense légale des droits fondamentaux, de la liberté religieuse et de la protection des personnes en situation de vulnérabilité, comme en témoigne son assistance juridique dans des affaires à fort impact telles que celle de Noelia. Je vous remercie de l'accueillir. Nous avons également le plaisir de recevoir Laurence Trochu. Laurence Trochu est philosophe, enseignante et parlementaire, et exerce actuellement le mandat de députée au Parlement européen pour la France. Forte d'une solide formation académique en philosophie orientée vers l'enseignement et le conseil politique, elle a centré sa carrière professionnelle sur la fonction publique, l'articulation des cadres réglementaires continentaux et la défense des libertés civiles au sein de diverses commissions législatives européennes. Je vous remercie de l'accueillir bien fort.
Nous allons aussi accueillir Amanda Hunter, militante sociale, analyste et consultante en droit des patients. Amanda Hunter est la cofondatrice du collectif citoyen Families Against Involuntary Medical Euthanasia au Royaume-Uni. Sa trajectoire professionnelle est dédiée à l'analyse des politiques sanitaires et à l'activisme communautaire, se spécialisant dans le contrôle des protocoles de santé, ainsi que dans la défense des droits des patients et de leurs familles face au système médical et juridique britannique. Je vous remercie de l'applaudir. J'ai également le plaisir de recevoir Christophe Benz, analyste politique, enseignant et parlementaire, siégeant en tant que membre de l'Assemblée nationale en France. Tout au long de sa carrière, il a concilié l'enseignement et la direction d'instituts de formation politique avec l'activité législative nationale, se distinguant comme rapporteur et intervenant lors des débats parlementaires consacrés à la santé publique, à la bioéthique, au droit civil et aux réformes institutionnelles. Je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Et enfin, nous avons le plaisir de recevoir Grégoire Pack, docteur en droit, juriste international universitaire. Grégoire est le directeur général de l'Office institutionnel European Center for Law and Justice en France. En sa qualité d'expert juridique auprès du Conseil de l'Europe, il possède une vaste expérience du contentieux des droits de l'homme devant la Cour européenne des droits de l'homme et est l'auteur de nombreux travaux universitaires et publications portant sur l'objection de conscience, la bioéthique et le droit international constitutionnel. Je vous remercie de l'accueillir. Sans plus tarder, je vais donner le micro a Polonia por su intervención. Thank you very much. Sí, pues lo primero, daros las gracias, dar muy especialmente las gracias a Lola Velarde y a Political Network for Values por dar la oportunidad de decir una verdad que en estos momentos pues, es muy incómoda. Desde la Fundación Española de Abogados Cristianos hemos sido los abogados de un caso que ha sido muy conocido por todos, que es la chica de 25 años que fue eutanasiada, que se llamaba Noelia. Quería empezar con las últimas palabras de Noelia que nos contaron los padres la mañana en que Noelia iba a ser ejecutada, porque se la ejecutó, se la dio la inyección letal que se da a los asesinos y los criminales. La mañana en que Noelia iba a ser ejecutada, su hermana le preguntó si tenía miedo y Noelia dijo que tenía mucho miedo. Su hermana dijo a Noelia que si en algún momento quería echarse atrás, que podía hacerlo, que ella y su familia la iban a esperar en la puerta de su habitación y si en algún momento quería echarse atrás, que gritase. Noelia ya se había echado atrás en una ocasión, por lo tanto, era posible que se echase atrás. Cuando entraron en la habitación de Noelia para proporcionarle esa inyección letal, obligaron a la familia a salir fuera. Y la familia, como había prometido a Noelia, se quedó fuera de la habitación por si Noelia gritaba. Entonces salieron los ejecutores de la eutanasia y dijeron a la familia que se tenía que ir 2 pisos por encima. No podían estar cerca ni siquiera de Noelia. Esto es para que veamos que la eutanasia no es morir en paz ni morir acompañado. Noelia murió ejecutada con una inyección letal y murió sola. De hecho, a su familia la obligaron a ir 2 pisos más arriba. Y su familia, a día de hoy, todavía tiene la duda de si Noelia se arrepintió de la eutanasia en el último momento o no. Porque además la inyección letal es relativamente rápida y la agonía de Noelia duró casi 2 horas. Por lo tanto, es algo que posiblemente nunca sepamos si Noelia se arrepintió de la eutanasia y no la dejaron. El caso de Noelia ha sido muy controvertido. La realidad es que Noelia tenía un trastorno límite de personalidad, tenía un trastorno obsesivo-compulsivo, además tenía inteligencia límite y tenía una depresión crónica. Ese trastorno límite de la personalidad, su principal característica son los intentos de suicidio. Por eso Noelia, en 2022,
después de haber sufrido una violación grupal, se tiró desde un 5º piso. Cuando se recuperó de sus lesiones medulares, o se estaba recuperando de sus lesiones medulares, una médico, que ni siquiera era su médico con la que tenía relación, era una médico intensivista, la propone la eutanasia. Esta médico, además, se da la circunstancia de que es coordinadora de trasplantes. En España, el sistema de trasplantes conlleva un enriquecimiento para todos los que intervienen en el procedimiento de los trasplantes. No para el que dona los órganos, no para el que lo recibe, pero sí para todos los que intervienen en el medio. Para hacernos una idea, el hospital que detecta los trasplantes, por un programa de trasplantes, se lleva alrededor de 200.000 euros. Más los profesionales que intervienen, que me parece que un pulmón está en torno a los 9.000 y un páncreas en torno a los 7.000. Luego, además, cobran los diplomados, todos los técnicos, absolutamente todos. Luego, además, hay un plus si esos órganos funcionan y efectivamente son trasplantados. Esta médico, que no conocía de nada a Noelia, que además era coordinadora de trasplantes, escribe de su puño y letra que Noelia quería donar todos sus órganos y tejidos. Esta es la única médico que ve a Noelia y que además tenía evidentemente unos intereses subyacentes por debajo de la eutanasia de Noelia. Después, esta autorización por parte de esta médico que justifica la eutanasia de Noelia en una depresión crónica y en que Noelia tenía incertidumbre por su futuro económico y laboral, después esta autorización por parte de esta médico va a una comisión que no ve a Noelia. Va a una comisión formada por un médico y un jurista que no ven a Noelia y que manifiestan dudas en la eutanasia de Noelia. En todo este plazo, Noelia se arrepiente de la eutanasia, pero rápidamente la convencen y en lugar de empezar todo el procedimiento desde el principio, continúa. Después de este médico y este jurista que manifiestan dudas respecto de la eutanasia de Noelia, la autorización de la eutanasia de Noelia va a otra comisión que en España se llama Comisión de Garantías, supuestamente formada por personas independientes. En esta Comisión de Garantías encontramos a otras 2 personas que trabajan en trasplantes. Una es coordinadora de trasplantes, además pertenece a una institución europea. En esta institución de garantías teóricamente imparcial encontramos también a la vicepresidenta de la Asociación Pro Eutanasia. Y además encontramos al menos a otras 4 personas que son activistas pro eutanasia. Por lo tanto, se demuestra que la Comisión de Garantías no da ninguna garantía, sino que solamente quiere acabar con la vida de Noelia. Llegados a este punto, uno se puede preguntar ¿por qué tenían tanta insistencia en acabar con la vida de Noelia? Hemos visto el negocio de los trasplantes. Pero en España estamos viendo que hay un interés en ahorrar con las vidas de los ciudadanos. Ustedes, igual que yo, sabrán todos los escándalos de corrupción que están sucediendo en España. Los españoles cada día nos levantamos con un escándalo nuevo de corrupción. Hemos visto cómo el dinero de nuestros impuestos, que por cierto el año pasado fue récord en recaudación de impuestos a los españoles, se recaudó más que nunca, cómo el dinero de nuestros impuestos va de forma sistemática a la corrupción. Con nuestros impuestos hemos pagado apuntes contables como prostitutas y fiestas o la prostituta de ayer. Eso lo hemos pagado con dinero público. Hemos visto cómo está imputado el expresidente del gobierno. Hemos visto negocios con la dictadura venezolana. Hemos visto que el expresidente del gobierno está imputado por pertenencia o por encabezar una organización criminal. Claro, aunque España sea récord en recaudación de impuestos, el dinero público no es infinito. Entonces, evidentemente que los recursos públicos son limitados. Para un gobierno corrupto como el español, hay que recortar de algún sitio. Y el gobierno español ha decidido recortar en la vida de los más indefensos y de los más inocentes. El caso de Noelia tenía tratamiento. El tratamiento no era algo excepcional, era un tratamiento normal, psicológico y psiquiátrico, también con alguna medicación. Era un tratamiento más o menos frecuente.
y el trastorno de Noelia tenía cura y además con los años se iba mitigando. Pero el Gobierno de España prefiere recortar en vidas, porque al fin y al cabo Noelia estaba en una institución, Noelia necesitaba un tratamiento y Noelia era cara. Entonces, las leyes de la eutanasia lo que implican es descartar a los que lo necesitan, descartar a los indefensos y descartar a los débiles, para gastar esos recursos, por ejemplo, en la prostituta de ayer o prostitutas y fiesta. En España, después de saltar todo este escándalo, porque además la ley de la eutanasia nos habla, la propia ley, en el artículo 14, de un conflicto de intereses, hemos visto que la ley de la eutanasia ni siquiera se respeta a sí misma. El caso de Noelia ni siquiera debería haber entrado en la ley de la eutanasia, porque Noelia tenía un trastorno mental, por lo tanto, su voluntad no era válida. No era válido prestar un consentimiento para una decisión tan irreversible como acabar con la propia vida. Entonces, el caso de Noelia ni siquiera debería haber entrado en la ley de eutanasia actual. Hemos visto que la Comisión de Garantías es una comisión parcial creada simplemente para eutanasiar a las personas por activistas pro eutanasia. Hemos visto además que nos habla del conflicto de intereses, que esas 3 personas que pertenecen a trasplantes no podrían estar relacionadas con la eutanasia y los activistas pro eutanasia tampoco podrían estar en esa comisión. Al menos 8 miembros, que según la ley no deberían estar, estaban. Por lo tanto, la ley de la eutanasia no es garantista, ninguna ley de la eutanasia es garantista porque ni siquiera respeta lo que dice la propia ley. Y porque además, insisto, buscan descartar a los más indefensos y a los que lo necesitan. Pero en España, después de este escándalo, que fue un escándalo a nivel mundial, porque se trataba de una chica de tan solo 25 años con toda la vida por delante, uno podía pensar que el Gobierno de España piensa y realiza protocolos o reforma la ley para que no se eutanasie a una persona antes de ser tratada, que es lo que reclamábamos con los padres para el caso de Noelia, o que no se eutanasie a una persona, o que mejor dicho, que los órganos de una persona eutanasiada no se puedan donar. Esto es algo que pertenece al sentido común, ¿no? Que después de todo este escándalo se rectifiquen cosas que son lógicas. El Gobierno de España, después de este escándalo, lo que ha pensado es acelerar más los plazos para que ninguna Noelia se pueda escapar, porque hay que ahorrar para la prostituta de ayer, y acelerar más el tiempo y, por supuesto, que la familia no pueda impugnar los casos de eutanasia, quedando así totalmente desprotegidos las personas con enfermedad mental o las personas con discapacidad. El caso de Noelia manifiesta el fracaso de un sistema que presumimos en España de tener una sanidad universal para todos y que resulta que al que debería tratar, si está indefenso, no le trata. La ley de la eutanasia española nos dijeron que era garantista y hemos comprobado que no es así. Pero es que ninguna ley de la eutanasia es garantista. Por lo tanto, yo espero que el caso que nosotros hemos llevado de Noelia, en el que acabo diciendo que cuando esta médico escribió de su puño y letra que Noelia quería donar todos sus órganos y tejidos, lo escribió la médico, no lo escribió Noelia. Noelia dijo que no a eso. En teoría, en España, una persona puede rechazar esa donación de órganos en cualquier momento, aunque al principio dijese que sí. Noelia dijo que no quería donar órganos. La dijeron que tenía que hacerlo por escrito. Noelia lo hizo por escrito. La dijeron que tenía que llevar su documento de identidad. Noelia llevó su documento de identidad. La dijeron que tenía que llevar otra declaración. Noelia llevó esa declaración. Al final la dijeron que no podía echarse atrás. El último deseo de la madre, bueno, al final fue a un notario, un fedatario público español, para decir que no quería donar sus órganos porque la estaban tratando además como un negocio. El último deseo de la madre y de la familia fue ver a Noelia después de que la ejecutasen para comprobar que efectivamente no le habían sacado ningún órgano, porque sabían que Noelia
la querían por dos motivos, para ahorrar y para enriquecerse con sus órganos. Por eso, desde España, lo que queremos es que no haya más Noelias, que ninguna madre ni ningún padre tenga que ir 2 plantas más arriba esperando a que ejecuten a su hija, cuando se podía haber salvado y teníamos todos los medios para haberla ayudado y haberla salvado, y que ninguna familia tenga que soportar no saber si al final su hija o su hermana se arrepintió de una decisión que no debería haber tomado nunca porque tiene una enfermedad mental y que utilizaron como si fuese un apunte contable o que utilizaron para pagar simplemente a la prostituta de ayer. Por lo tanto, yo les pido que hagan presión para que lo que le pasó a Noelia no nos pase a ninguno de nosotros y lo que vivió su familia no lo tenga que vivir ninguna más. Así que muchísimas gracias y paso la palabra. Passer la parole à Laurence Pochut. Merci, je m'exprimerai en français. Merci Lola de cette invitation. Je suis heureuse de retrouver effectivement l'avocate de Noelia et puis Grégor aussi, puisqu'il y a quelques semaines, 2 semaines je crois, au Parlement européen, j'avais organisé un colloque sur ce sujet de l'euthanasie pour que nous puissions tirer les leçons de ce qui se passe dans les différents pays européens qui ont légalisé l'euthanasie. Alors évidemment, ce qu'on appelle le cas Noelia vient révéler le vrai visage de l'euthanasie, et c'était d'ailleurs le titre de colloque que j'ai organisé, parce que souvent on nous rassure en nous disant mais ne vous inquiétez pas, il y aura des garde-fous, et quel que soit le pays vers lequel on se tourne, eh bien on se rend compte que de toute façon, toutes les limites, toutes les barrières tombent les unes après les autres. J'avais aussi organisé l'année d'avant un colloque avec Louis-André Richard, philosophe canadien, qui nous disait à quel point finalement l'euthanasie se généralisait et que sur simple dépression au Canada, y compris pour les mineurs, eh bien, on arrivait aujourd'hui facilement à une solution d'euthanasie. Ce que certains appellent progrès, ce que nous appellerions plutôt régression, parce que finalement, une société qui refuse le soin, qui refuse l'accompagnement, c'est une société qui retourne à la barbarie. Alors, vous savez qu'en France, eh bien, cette loi, elle est discutée, débattue, ajournée, reprogrammée. Et je laisserai bien évidemment Christophe Benz faire l'état des lieux de ce qui se passe dans notre pays et de tous ces allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat. Il le fera mieux que moi et avec plus de précision. Mais ce que je voudrais, dans le cadre de la réunion de ce soir, qui se fait à l'initiative du réseau des valeurs, c'est rappeler justement, en m'appuyant sur l'anthropologie qui est directement liée à notre civilisation chrétienne, rappeler ce qu'est la dignité de la personne humaine, puisque concrètement, aujourd'hui, tous les pays qui sont confrontés à ce sujet de l'euthanasie et qui foncent dans le mur ont oublié les fondamentaux qui sont à l'origine même de notre société et de ce qui définit l'humanité et de ce qui constitue aussi les liens sur lesquels tient une société. C'est évidemment aussi avec un regard de philosophe que je vais proposer cette analyse. Tout d'abord parce que vous voyez que se joue ici la définition même de la dignité humaine. Il y a 2 conceptions qui s'opposent, ceux qui vont considérer que la dignité humaine se mesure au degré d'autonomie de la personne, et auquel cas, eh bien, ça laisse sur le bord du chemin toute une partie de la population, soit parce que dès la naissance, il y a un handicap, soit parce qu'au cours de la vie, un handicap apparaît, ou tout simplement la vieillesse prive de l'autonomie. Et ces personnes-là seraient donc d'une humanité inférieure, d'une humanité qui ferait dire que leur vie a moins de valeur et que leur vie ne vaut plus la peine d'être vécue.
d'autant plus que dans une société dont les moyens sont limités, les moyens financiers sont limités, eh bien, ce sont des personnes qui coûtent trop cher et auquel cas l'euthanasie viendrait à la fois résoudre ce problème économique et financier et tout cela sous couvert de bons sentiments, puisqu'il s'agirait de mourir comme on nous l'a seriné dans la dignité. Et c'est là qu'il faut aussi voir que nos adversaires, ceux qui promeuvent l'euthanasie et qui travaillent depuis longtemps, ont un avantage sur nous, ils ont l'avantage du langage. C'est-à-dire que, évidemment, quand l'association du droit à mourir dans la dignité s'est constituée avec cette appellation, bien évidemment, tout le monde est d'accord. Mourir dans la dignité, mais bien évidemment qu'on a tous envie de mourir dans la dignité. Ils ont simplement oublié de dire qu'il s'agissait aussi de vivre jusqu'au bout dans la dignité. Mais vous voyez comment la ruse, à travers le langage, leur a permis de mettre de leur côté une partie de la population, parce que tous les sondages qui ont été faits sur cette question biaisée de en fait, voulez-vous mourir dans la dignité ou voulez-vous mourir dans d'atroces souffrances? Comme si nous étions toujours à l'âge de pierre, comme si la médecine n'avait pas progressé dans la gestion de la douleur, comme si les soins palliatifs n'existaient pas. Et c'est par ce langage truqué et biaisé que la population est conditionnée aussi dans les réponses qu'elle apporte. Et donc là, il y a un vrai sujet de manipulation de l'opinion qu'il faut dénoncer parce que nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir nous appuyer sur un autre sondage dont je parlerai un peu à la suite de cela. Mais en tout cas, le premier travail, il est dans la définition de la dignité, puisque la dignité est intrinsèque à la personne et elle ne dépend pas de son degré d'autonomie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que il faut rappeler que la mort fait partie de la vie. En fait, la personne est le seul être vivant à être conscient, en fait, qu'il va mourir, à être conscient de la mort comme perspective de la fin de vie. Et ça, c'est l'acceptation de notre condition humaine. On voit bien aujourd'hui à quel point, dans la logique transhumaniste, qu'elle touche le début de la vie ou la fin de la vie, qu'elle touche la procréation ou la mort, la logique transhumaniste consiste à refuser toutes les limites inhérentes au corps. Il y a une négation du corps. Après toute cette phase, on va dire, de libération sexuelle dans les années 60, où le corps était exalté, on est aujourd'hui dans une phase où le corps est nié. C'est-à-dire que au-delà de la biologie, au-delà de l'objectivité scientifique, on nie la différence entre un homme et une femme, on nie la différence entre un homme et un animal, ça c'est la question de l'antispécisme, et on nie bientôt la différence entre l'homme et la machine avec la problématique de l'intelligence artificielle sur laquelle le pape s'est récemment exprimé. Je n'ai pas encore lu l'encyclique, mais je pense que ce sera à point nommé pour tous les défis qui nous attendent. Donc cette manière de flouter en fait les limites, c'est aussi le piège dans lequel nous risquons de tomber si nous ne rappelons pas les fondamentaux de ce qu'est l'homme avec un grand H. Nous sommes aussi dans un défi, évidemment, qui a une dimension politique et sociale, je le disais, parce qu'à partir du moment où on acte la défaite de la solidarité vis-à-vis des plus fragiles, à partir du moment où on considère que des vies ont moins de valeur que d'autres, eh bien, nous entrons dans cette logique terrible du permis de tuer. Et c'est là que la loi française qui se prépare est particulièrement dangereuse, parce qu'elle n'est pas conçue comme une loi d'exception, elle est conçue comme un droit qui donc va appeler de la part des autres personnes le devoir de tuer. Donc le devoir sera celui des médecins, des infirmières, plus largement des établissements de santé à qui l'objection de conscience sera refusée, le devoir des proches aussi, qui seront impliqués dans l'aide active à mourir si la personne faisant la demande d'euthanasie n'est pas capable de s'auto-administrer une solution létale. Donc en fait, c'est bien un sujet
qui concerne la société tout entière. Là où encore, le mensonge a consisté à nous faire croire que c'était juste la liberté individuelle qui était en jeu, que ça n'avait pas de conséquences sur une autre personne, que c'était simplement la personne qui fait la demande d'euthanasie avec sa propre conscience qui était concernée. Alors qu'on voit bien que c'est tout un réseau autour, médical, juridique, familial, social aussi, puisque bien évidemment, il y a la question malgré tout du coût et de la prise en charge de l'euthanasie par la sécurité sociale, et donc dont nous sommes tous contributeurs. Donc c'est un sujet qui dépasse largement l'individu, qui est, on va dire, le principal intéressé. Bien évidemment, c'est une modification aussi du rôle du médecin et du rôle du soignant en général, puisqu'il se retrouve là dans une position qui n'est pas celle pour laquelle il s'est engagé. On sait bien que ce qui fait le cœur, on va dire, éthique du soignant, c'est le serment d'Hippocrate, et très clairement ici, on transforme le rôle du médecin, et le piège qui a été utilisé, encore une fois, qui est celui des mots, c'est de considérer que l'euthanasie pourrait être un soin. Alors, heureusement, le texte prévu à l'Assemblée a été scindé, d'un côté, finalement, les soins palliatifs, de l'autre, l'euthanasie, mais la logique initiale était de considérer que l'euthanasie était le soin ultime lorsque tous les autres soins avaient été mis en œuvre et qu'on aboutissait finalement à l'euthanasie relevant d'un soin au même titre que celui de soulager. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce slogan qui avait été lancé il y a déjà pas mal d'années, mais qui est très très juste: soulager, non pas tuer. Et là, soulager n'est pas tuer, etc. Et je pense qu'il y a là quelque chose de fondamental dans cette réappropriation du langage que nous devons faire pour nous adresser à nos contemporains, qu'ils soient des adversaires ou au contraire des personnes désireuses de se former et désireuses de parler aussi de la réalité de l'euthanasie, la différence entre l'euthanasie et le soin, pour garder la définition même de ce qu'est la médecine. Et puis pour finir, je voudrais aussi terminer sur la manière dont tout cela conditionne la société que nous allons laisser à nos enfants. Et moi, je suis maman d'un enfant handicapé suite à un accident qui aurait dû le laisser pour mort. Et évidemment, j'ai connu l'avant et l'après. Le regard qu'on porte sur un enfant handicapé dont on a la charge, avec toute je dirais, la lourdeur qu'il ne faut pas nier de ce que cela représente dans la vie quotidienne, la charge mentale, et les aidants familiaux sont bien placés pour le savoir. Et je me dis, quand moi j'ai manifesté, et je manifeste malheureusement encore de temps en temps, de l'impatience vis-à-vis de cet enfant qui évidemment ne peut plus faire tout bien, vite, de manière performante comme on le voudrait dans nos vies qui vont à 100 à l'heure, je lis dans son regard, alors même qu'il n'a pas besoin de le dire, mais maman, tu sais bien que je ne peux pas faire mieux, que je ne peux pas faire plus vite, et que je suis comme ça. Et en fait, cette question de l'euthanasie nous renvoie à la manière dont nous-mêmes nous gérons la relation que nous avons avec nos proches qui sont handicapés, vieillissants, malades, etc. Et la question qu'il nous renvoie, à laquelle il nous renvoie, c'est celle finalement de la manière dont nous les traitons à travers toutes ces petites impatiences du quotidien. Quel regard sur eux-mêmes nous leur renvoyons pour qu'ils en arrivent à penser qu'ils sont un poids pour nous, qu'ils sont un poids pour la société et qu'il vaudrait mieux qu'ils ne soient plus là et qu'ils soient euthanasiés. Et donc, c'est nous, les bien portants, qui sommes amenés à nous remettre en cause aussi dans ce sujet de l'euthanasie. Que faisons-nous pour que finalement, tous ceux qui sont éligibles, comme on dit aujourd'hui, ou qui deviendraient éligibles à l'euthanasie, en arrivent à penser que leur vie a moins de valeur que la nôtre.
Et je pense que c'est une question à laquelle on doit tous réfléchir parce que dans nos vies quotidiennes, d'une manière directe ou indirecte, nous sommes à un moment donné confrontés à la question de la fragilité et potentiellement de la fin de vie. Et moi, je me souviens de ce que m'avait dit mon fils au moment où Vincent Lambert a été euthanasié. Du haut de ses 14-15 ans, il m'avait dit s'ils tuent Vincent Lambert, ils nous tueront tous. Voilà, il y a une logique implacable d'un engrenage qui fera de toute façon tomber toutes les barrières. Alors, la loi française, évidemment, elle a prévu finalement une version qui est parmi les pires. Donc on se dit, mais que pourrait-il y avoir de pire que cette loi française telle qu'elle est prévue, puisque aujourd'hui déjà, elle est extrêmement mortifère et destructrice. Mais il n'empêche que c'est peut-être parce que cette loi aura été, on va dire, présentée dans une version terrible que les consciences vont se réveiller. Et nous avons un soutien qui nous vient d'une manière assez inattendue. Je l'avoue, moi, je n'avais pas vu venir cela. D'un autre sondage qui a été fait précisément en réponse à celui de l'association du droit à mourir dans la dignité, c'est celui de la Fondapol. J'en avais déjà parlé et j'ai pris de soin d'examiner un peu plus attentivement les informations qu'il nous révélait. Et je pense que c'est vraiment important que nous allions faire un tour sur cette étude de la Fondapol. Ça fait à peu près 80 pages, je vais juste vous en donner les éléments essentiels parce que ça renverse complètement l'idée qu'on nous a martelée, à savoir que les Français seraient majoritairement en faveur de l'euthanasie. Donc c'est une étude qui a été publiée en janvier 2026 sur la base d'une interrogation de 3000 personnes, donc c'est pas rien. Et selon les auteurs, effectivement, la conclusion, c'est que les Français majoritairement n'approuvent pas en fait cette proposition. Ils disent en revanche que la priorité, c'est bien celle des soins palliatifs. Et 50% des personnes interrogées estiment qu'il faut d'abord garantir des soins palliatifs partout sur les départements français qui aujourd'hui ne sont absolument pas couverts. Et chose très intéressante, quand on les interroge sur un cas concret, les Français, notamment par rapport à leurs proches, quand on les met en situation, disent à 52% qu'ils préféreraient que leurs proches bénéficient de soins palliatifs de qualité plutôt que d'une euthanasie. Et cette préférence-là, elle est particulièrement forte chez les jeunes générations, chez les 18-24 ans et chez les moins de 35 ans. Donc c'est aussi signe d'espérance parce que c'est cette jeune génération qui va avoir à gérer en fait la déclinaison en France de la fin de vie. Et si aujourd'hui cette génération-là se lève, si elle s'exprime et si elle parle, eh bien évidemment elle sera entendue. Donc on a aussi un travail à faire pour mobiliser dans les semaines qui viennent, puisque l'échéance approche, mais pour mobiliser la jeune génération. Dans ce sondage toujours, les Français jugent les garanties prévues par la loi insuffisantes. Justement, toutes les extensions progressives dont j'ai parlé, 52% les redoutent, notamment pour les personnes qui sont fragiles psychologiquement. Ils demandent des garanties, à supposer que cette loi aboutisse, ils demandent plus de garanties. Ils demandent aussi l'avis obligatoire, et là le chiffre est impressionnant, à 73%, l'avis obligatoire d'un psychiatre, puisque vous nous avez dit, Maître, à quel point finalement tout cela se faisait un petit peu de manière incontrôlée. Et bien là, ils demandent aussi à 78% une procédure spécifique pour les personnes qui seraient atteintes de déficience intellectuelle. L'avis obligatoire du personnel médical, parce que bien évidemment, il va y avoir des médecins spécialistes de l'euthanasie qui font leur business là-dessus, alors que le médecin traitant ou le médecin déclaré comme tel d'un patient n'aura plus son mot à dire. Voilà. Et puis, il y a aussi toutes les inquiétudes que révèle ce sondage sur l'aspect familial, c'est-à-dire sur le fait que les proches au sein des familles
les proches craignent en fait des conflits intrafamiliaux, des familles qui se déchirent sur des décisions à prendre, à suivre, à valider, des dissuasions à mettre en place ou pas, etc. Et puis l'inquiétude aussi est très forte à 42% sur la possibilité de contester une décision d'euthanasie ou de suicide assisté. Ils sont 42% à estimer que la famille devrait avoir son mot à dire. Donc, vous voyez, on a cet horizon-là qui quand même devient plus clair par rapport à ce que pensent les Français. Et le sondage précise aussi que c'est assez partagé, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de considération d'appartenance partisane et politique. Et moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais que des députés ont été bouleversés par ce sondage. Ils ont été aussi très touchés quand ils ont été mis en contact direct avec des soins palliatifs, avec les porte-paroles de la Société française, la SFAP, des soins palliatifs, qui a fait un énorme travail avec toutes les équipes de soins palliatifs qui ont ouvert aussi les centres pour que les députés puissent venir voir la réalité des soins palliatifs. Moi-même, j'ai été conviée dans ce cadre-là. Donc, tout n'est pas perdu. Je veux dire, dans ces quelques semaines qui restent, le combat va évidemment être difficile, mais on a vu des députés changer d'avis, des sénateurs se laisser quand même dérangés par des positions qui n'étaient pas les leurs au départ. Et je pense qu'en laissant la parole à Christophe tout à l'heure, il pourra nous en dire plus aussi sur ce qui se passe à l'intérieur des deux chambres pour voir comment cette position peut encore évoluer dans les semaines qui restent. Voilà, merci beaucoup. Good evening, everyone. I just want to thank the organisers. Can you hear me? Is this disturbing? No? Okay. Yes, I just want to thank the organisers for inviting me here today. It's a privilege to be here among friends. I am deeply, deeply concerned by the death train that is hurtling across Europe and across the globe. It's an issue that I feel very, very passionate about. And I'm very privileged to share my thoughts with you this evening. There's so much I would like to share with you tonight, but time is short. So I'm going to limit my contribution to 3 themes. The UK Terminally Ill Adults Bill, which proponents are currently endeavouring to bring back after it fell in April. The paucity of the safeguards in the real-world context in which the legislation would be introduced, and the risk this poses to vulnerable groups. And finally, the potential catastrophic cultural and societal impacts of assisted suicide legislation, including the erosion of the distinction between true palliative care and state-facilitated death. So the Terminally Ill Adults End of Life Bill was presented to Parliament in 2024 by the MP Kim Ledbetter. It was presented as a private member's bill, not a government bill. This means it does not get the scrutiny of a government bill, and it doesn't get the policy preparation either. And this is why the bill is so deeply flawed and full of lacunas. It seems that they have not really thought through the consequences and the complexities of the bill that they are proposing. It fell in the House in April 2026 this year after running out of time. Now, accusers say that the Lords, who were scrutinising the bill since last November, deliberately tabled 1,000+ amendments in order to stall the progress of the bill. They said that the Lords tried to talk out the bill. No, the Lords did not try to talk out the bill, they tried to talk some sense into the bill.
And as I said, there were 100,000 amendments. Now, the reason why there were so many amendments, as I said, is because the bill is so deeply flawed. It is supposed to be for someone who has a terminal illness. That is not very well defined in the bill. It's for somebody who has a terminal illness and has a prognosis of 6 months. And we all know how elastic that 6 months is. I can speak from personal experience. My mother was put on an end-of-life pathway 3 times, and I was told that she had weeks to live, then days to live, and in the final time, it was 3 days to live. I had to fight in the Court of Protection in the UK to bring her out of the hospital, this was during COVID, and bring her home. She lived for another 14 months. My brother was diagnosed with stage 4 lung cancer 7 years ago. He was told he had 1 year to live. He lived until this January, and he was put on an end-of-life pathway, which I will discuss later. And I see very significant links between what has been going on in hospitals and care homes, particularly since COVID, the end-of-life protocols that are being followed, which are basically another kind of euthanasia. And I will talk in more detail about that now. So, as a health and social care campaigner of 6 years, and the founder of the pressure group Families Against Involuntary Medical Euthanasia, which campaigns against ongoing abuse of the end-of-life protocols I've just spoken about. I am acutely aware of the dangers of introducing state-facilitated suicide in the UK, and I will call it suicide. If you're giving someone a potion and you are asking them to drink it, you are assisting them in their suicide. There is no difference between other forms of suicide at the end of the day. And the thing is, I'm also very, very concerned about, as I said earlier, about what is happening in Europe. I mean, we can look at Canada and see the slippery slope there and cry in horror at what is happening. People who are not dying, but maybe homeless, someone who might need a wheelchair ramp, they are being offered MAID. I support a gentleman, you may know of him, called Roger Foley in Canada. I'm one of his advocates at Families Against Involuntary Medical Euthanasia, and he has been in hospital for 10 years. He has been fighting to get the care support he needs at home. That has been refused, and because that has been refused, he has been offered MAID. What I think, in the UK, we are told by the proponents of the bill that the public wants this, that the public are clamouring for this, that over 70–80% of the public want this bill. The truth is they don't want this bill. They did not ask for this bill. It was not in any political manifesto. And as I said, it's a private member's bill, so not a government bill. So the public have had no chance to have their say. There have been polls, mainly commissioned by the lobbyists, Dignity in Dying, which I feel is a true misnomer. There is no dignity in dying by suicide, assisted suicide. And they have piled money after money after money into their campaigning. Slick advertisements, a lot of media attention, and they have been able to, at least until last year, dominate the narrative. However, as the public came to understand, thanks to the debates in the Commons, less so on the Commons, but more in the Lords, because they were able to see the flaws in the bill, the lacunas, the more they understood about the safeguarding risks and the complexities, the more they have turned their back on the bill. There have been polls since, around 65–70% would not want the bill to go through
if it was deemed to be unsafe. And they would support the Lords in blocking that bill. Now, of course, it has fallen now, but as I say, they are trying to bring it back. And the thing is, although there is some public support, if you look on social media and in the press, which is where the thinking public are, 70 to 80% of the public do not support this. So the media paints it as if the public wants this, and obviously the proponents echo that voice. So what I feel is really misunderstood by the sponsors, by the parliamentary proponents and members of the public who support the change in the law, is the difference between the abstract philosophical principle of assisted dying and state-facilitated death legislation in practice. What the peoples of Europe need to understand is that the legislative proposals currently being debated in our respective nations cannot be purely seen in terms of the principles of bodily autonomy, individual choice, and easing suffering at end of life, but must be contemplated in the real-world economic, social, and cultural context in which the legislation would be introduced and implemented. In the case of the UK's terminally ill adults end-of-life bill, this includes the dire state of end-of-life care. Well over 100,000 people die every year in the UK without access to the palliative care they need. Most will only get it in the last days and weeks of their life. And we know that if palliative care is started early, it can prolong life. What will happen if this bill passes, and as I say, the sponsors are trying to bring it back, is that already overstretched resources will be channeled to facilitating state-assisted death. Tens of thousands more are being denied access to treatment and care on the basis of the age and cost of meeting their complex needs. We have in the UK what is called a ceiling of care. As we have long argued at FAME, Families Against Involuntary Medical Euthanasia, we already effectively have assisted dying in the UK. Only in our case, it is not voluntary. The people being hastened to early deaths invariably want to live, but are being denied the choice due to the paucity of specialist palliative care provision, to ageist and ableist treatment rationing decisions, and other discriminatory cultures and practices. I speak here from personal experience, painful personal experience, having lost members of my own immediate family due to inadequate access to proper palliative care and the application of premature end-of-life protocols to hasten death. My father was killed on the Liverpool Care Pathway. I don't know how many people here know about the Liverpool Care Pathway. It was a protocol that was introduced in the late 90s in the UK. It was banned in 2014 because it was after an investigation and a huge scandal, because it was discovered it was being abused. What was happening is people who were not dying, the elderly, the frail, the sick, were being denied food and fluids. They were having their medications withdrawn and they were put on end-of-life drugs. There was also the big scandal of Gosport, which was a bit earlier than that, same kind of protocols. Often, as is the case of the families we represent at FAME, the victims are not, as I said, approaching their final days or weeks of life, but people already frail, sick, and in need of care and treatment. Instead, they are hastened to their graves prematurely on the back of highly questionable end-of-life prognosis. As I said, my mother was given 3 days. In the case of my own family members and those of the families we represent at FAME, there are distinct parallels in the manner that victims' lives are ended. Active treatment is withdrawn, food and fluids denied,
and our loved ones inevitably deteriorated and end-of-life drugs were administered. These were a lethal cocktail of opioids and benzodiazepines in most of our documented cases, which were administered to hasten death. And I know that in France, there is a journalist called Valérie Ferrière. I don't know if you know her. I know her. She's a member of FAME. And she is a French journalist who's actually looked into these protocol abuses here in France as well. And the evidence is that it's all across Europe. We know people in Italy, people in Spain, people in Sweden. I contributed to a documentary last year looking at the protocol abuses. Now, as I said, the Liverpool Care Pathway was banned in 2014. For about a year, nothing happened. They were on their good behaviour. Within a couple of years, it crept back in. And this is the problem. Once something enters into the culture, it remains entrenched. And so it came back, it was banned, but then COVID came along. And those protocols were put on steroids. And there is in Britain, they call it terminal sedation. And the doctors will get round the fact they will say, well, the person needed these drugs because they were agitated, because they were in pain. And then they will say, well, we didn't intend to kill the patient, although they know very well that in the doses they are giving these drugs, that is exactly the impact it will have. And that is how my brother was killed this January. The experience and legacy of our respective governments' response to the COVID emergency, when tens of thousands of our vulnerable fellow citizens were denied access to face-to-face medical assessment, denied conveyance to hospital and life-saving medical treatment, and when thousands of frail and elderly and disabled patients were made subject to blanket DNARs, do not attempt resuscitation orders, and were placed on premature end-of-life pathways. This should leave us in no doubt as to the dangers of empowering the state to decide our fate, and medical professionals, no matter how well-intentioned, to decide who and who is not eligible for a state-facilitated death. Evidence submitted to both the UK and Scottish COVID inquiries by care home staff and families painted a shocking picture of medical neglect and abuse. Not only were residents denied meaningful medical assessments, but requested antibiotic prescriptions for respiratory conditions were also denied on the assumption that they had COVID. And when the sick inevitably deteriorated as a result, end-of-life drugs packs were prescribed to hasten the inevitable. These protocols have long existed in the NHS and are an ongoing legacy, as I said, of the Liverpool Care Pathway. However, as I said, it's still going on, and post-COVID, it's still going on, as the case of my brother. Many of the cases that are in our dossier at FAME attest. And also, in 2023, there was a report entitled When End-of-Life Care Goes Wrong. And that identified the similarities between the Liverpool Care Pathway and current end-of-life practice in a number of hospital trusts. Now, you might say, well, what is the connection here? What is the connection between these protocols and assisted suicide or assisted dying? And the connection is this, if we are already in the UK doing this, if we're already doing this in Italy and in France, we're already euthanizing patients under the pretense that we are curing their symptoms, and then 2 days later they are dead. If we introduce these bills, these assisted suicide bills in our countries, these kind of protocols will be given the green light. And more people who would not requesting an assisted death will be killed.
It is our concerns over these and other harmful NHS practices that principally inform our misgivings about the terminally ill adult end-of-life bill and the suitability of entrusting the NHS with the task of establishing and facilitating an assisted suicide service in the UK. Seen in this context, it becomes obvious that the safeguards written on the face of the UK bill, which proponents of the terminally ill adults bill wish to convince us are sufficient to protect the vulnerable, are illusory. As we have long argued at FAME, safeguards are only effective when measured in the context in which they are exercised, which is in the UK is a moribund economy, a dysfunctional, crisis-ridden NHS, discriminatory treatment ceilings, cash-strapped hospices. In Britain, we do not have state hospices. We have most hospices run on by charities and survive on cake sales. And we have a social care system which is on its knees. These contexts shape the operational environment of the NHS and social care systems, influencing how decisions are made and how vulnerable populations, particularly the elderly and those with disabilities, are treated. There is no question that once introduced, assisted suicide legislation would directly impact on the choices available to patients and in turn would inevitably impact on end-of-life decision-making and the decision to seek assisted death. If unmet needs are already leading to deteriorating health outcomes and premature death, in some tragic cases leading patients to take their own lives rather than face the indignity of languishing in a hospital bed for months on end or at home without the support they desperately need, how can we even contemplate introducing state-facilitated suicide legislation? Trust in our National Health Service is at an unprecedented low. It would plummet further if the bill were to pass and medically assisted death would become a service provided by the NHS. Not only would it fundamentally change the relationship between the patient and the doctor and undermine patient trust in the medical profession, it would fundamentally change the purpose of the NHS, which would segue from an institution founded upon the principle of saving and prolonging life to one actively involved in ending it. This is why the majority of palliative care doctors in the UK are opposed to the bill and are adamant that it should be kept out of healthcare. Professional bodies representing medical professionals, the Royal College of Physicians and psychiatrists included, fear the consequences of introducing state-facilitated death in an under-resourced health service, especially one facing demands to reduce costs further. Proponents of the UK bill in the House of Commons and in the Lords have already alluded to the cost savings that could be made. It does not require huge leaps of the imagination to envisage healthcare decision makers faced with demands from central government to reduce costs further and the need to make ever more difficult choices, further rationing healthcare access by lowering treatment ceilings and imposing, again, they do not attempt resuscitation orders on vulnerable patients to justify the withdrawal of active treatment. Now, in the past, DNAR used to mean do not jump on my chest, do not try to revive me if my heart stops. Now it is being used as a shortcut to withdrawing treatment. This is a legacy of COVID. Is it any wonder that no disability organisation in the UK supports this bill, and nor do advocacy groups representing the elderly or the mentally ill? Given the widespread discrimination these groups already experience in accessing treatment, care and support, we understand their fears, especially following MPs' early rejection of key amendments that would have been strengthened protections and also the rejection of the amendments, the 1,000 plus amendments in the House of Lords. The sponsored bill in the Lords only accepted 2.
which leaves the bill deeply, deeply flawed. Thankfully, the professional bodies that would be tasked with implementing the bill understand the real-world realities I describe. They work with them every day. And unlike the lobby groups and parliamentary proponents of the bill, they recognise the potentially catastrophic risk to vulnerable groups. Indeed, it was the evidence provided by representatives from the Royal Colleges and other professional bodies during the Lords Select Committee hearings that informed the 1,000+ amendments that were tabled in the Lords. And their constitutional duty is to scrutinise proposed legislation and ensure it poses no risk to the public. The Lords found it was too risky for the public, far, far too risky. Accusations made of members of the Lords, particularly Lord Falconer, who is the sponsored bill in the House of Lords in the UK, said that the Lords, as I said earlier, were trying to talk out the bill. This is a nonsense. They were trying to make the bill safe. They were trying to give it sustenance and protections for the very vulnerable people who will be impacted. The trouble is that in the Commons, it was assumed that the Lords were sorted out, that the Lords would do the amendments. They didn't really engage with the bill. They didn't think about the consequences. They didn't think about the real world context in which it would be introduced. Wherever one stands on the principle of assisted death and assisted suicide, the UK bill, and barely amended, and it's been barely amended since, is not the vehicle to introduce it. That the sponsors are now actively lobbying for the same bill to be reintroduced by another private member's bill during the current parliamentary session, replete with all the same flaws and safeguarding lacunas, all the inherent risks that the Lords sought to resolve during its scrutiny, is deeply, deeply concerning. The people of Britain must continue to voice their concerns with these legislative proposals and lobby their political representatives to reject attempts to resuscitate this deeply flawed bill. The future of our health service and palliative care provision depends on it, and more importantly, the lives of our most vulnerable citizens. In an ideal world, there might be an argument for introducing a change in the law, but we do not live in an ideal world. We live in a world where our economies are floundering, our public finances are under almost enormous strain, and where our National Health Service are struggling to meet the demands placed upon them by our ageing and ailing populations. It's a world of ableist and ageist attitudes and the pernicious influence of utilitarian thinking in determining resource allocation, and where access to treatment has been rationed and routinely denied to the elderly, the sick and the frail. I will close here. The societies of Europe that are currently debating the merits of assisted dying legislation should reflect on these realities, of the fact that legislation, no matter how well intentioned, establishes state-sanctioned killing. And we must ask ourselves the following questions. Firstly, is this the world we want our children to inherit? A world that sees the sick, the elderly and disabled as a burden, as a cost to be eliminated. A world that coerces the vulnerable into opting for physician-assisted suicide for lack of adequate care to meet their needs. What is more harmful to society? Not killing the comparatively few people who wish to die, or potentially killing more people who still want to live. That is the stark choice before us. The risks to the people of France and other European nations posed by similar legislative proposals are of great concern to us in the UK. We strongly encourage you to support the noble efforts of the speakers here and all those who are campaigning against the bill in France and the bills in there and other countries across Europe, to support them. Together in solidarity and common purpose, we can and we will halt the progress of these dangerous proposals and protect humanity from the risks they pose. Thank you.
Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci d'abord aux organisateurs pour leur invitation sur ce sujet majeur. Je vais essayer d'avoir un propos, je dirais, concis et efficace. Je vais essayer. Actuellement, la France est en train de commettre une erreur gravissime. La France est en train de légiférer en direction de la mort provoquée de manière volontaire. La France est en train de légiférer sur un encadrement, une autorisation au suicide. Voilà l'erreur grave qu'est en train de faire la France aujourd'hui au travers de son Parlement. Je reviendrai à la fin et en conclusion sur l'actualité de la navette parlementaire pour vous dire précisément où nous en sommes, même si sur le fond, beaucoup des intervenants précédents ont déjà dit beaucoup de choses, mais je vais vous dire simplement en deux parties, et de manière assez courte, pourquoi est-ce que la France est sur le chemin d'une grave erreur. D'abord parce que la loi qui est en cours, c'est une loi qui est mal nommée, qui avance de manière masquée, qui avance de manière mensongère, et je pèse mes mots, je vous expliquerai pourquoi. C'est une loi qui représente une véritable rupture, qui est une loi profondément injuste, est une loi qui est une loi d'abandon de la personne humaine. D'abord, pourquoi est-ce que c'est une loi qui est mensongère et qui ne dit pas son nom? Parce que sur un plan sémantique, sur un plan terminologique, dans ce texte de loi, à aucun moment, le terme sur lequel on légifère n'est présent. À aucun moment. Dans les débats, bien évidemment, les opposants, nous, on essaye d'amener dans le débat ce que j'appelle la sémantique de vérité, mais le texte en lui-même, intrinsèquement, il est mensonger. Puisqu'il, en l'état, donnerait, ce n'est pas encore voté, donnerait, je cite, un droit à l'aide à mourir. C'est-à-dire quelque chose qui existe déjà, un droit à l'accompagnement vers une mort, qui soit une mort naturelle, puisqu'on accompagne tout au long de la vie. Mais ça existe déjà. Ça s'appelle le soin à la personne, ça s'appelle les soins palliatifs qui prennent en charge particulièrement en soins dans les derniers instants de vie, dans les dernières semaines, jours ou heures de vie. Sauf que on est en train de légiférer dans la réalité légistique, politique et demain médicale, je mets des guillemets à médicale, vers une provocation de la mort par l'injection d'une substance létale. Ça, je reprends les termes qui sont dans la loi. L'injection d'une substance létale. Ça, c'est le cœur nucléaire de ce qu'ils nous proposent dans la loi. C'est le cœur nucléaire de ce qu'ils veulent imposer sans le dire. Je parle des initiateurs, je parle bien des auteurs, de ceux qui l'ont rédigé. Donc, ils nous trompent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce serait, si cette loi est votée, une loi de rupture. D'un côté, d'une rupture anthropologique et de civilisation. De l'autre côté, je dirais une rupture et sociale et médicale. Alors pourquoi une rupture anthropologique et de civilisation? Parce que notre pays, parce que notre peuple, parce que, j'irais même plus loin, parce que l'Europe, parce que l'Occident chrétien, jusqu'à aujourd'hui, pourvu que ça dure, a toujours par tradition et par conception de l'homme, avec un grand H, pris soin de la personne humaine, du début jusqu'à sa fin. Pris soin et prend soin de la vie, ce qu'on appelle les soins de vie. On a toujours, l'État, la société a toujours déployé des politiques, au sens noble du terme, pour soigner la vie humaine. Là, ce serait, avec cette loi, terminé. C'est là où il y aurait une véritable, ce qu'on appelle une bascule de civilisation. Jusqu'à présent, on prenait soin de la vie humaine, et maintenant, on autoriserait, dans quelques semaines, à ce que la vie s'arrête par le choix d'un suicide. Peu importe sa forme. Je vous en reparlerai si vous souhaitez, mais ça reste profondément un texte sur le suicide. Et donc, qui viendrait d'ailleurs au passage rompre aussi les politiques de prévention du suicide jusqu'à présent dans notre pays. Rupture sociale et médicale. Sociale parce que finalement, c'est le soin à la personne humaine, toujours, et qu'on considérait qu'on peut s'arrêter de prendre soin de cette personne humaine en souffrance, sous prétexte que cette personne n'aurait plus de dignité.
Or, comme tu l'as rappelé, Laurence, la dignité humaine est intrinsèque à la vie humaine. Encore une conception biaisée, si ce n'est mensongère, biaisée de la vie humaine. Médicale, dans la suite logique, puisque ça signifierait qu'on aille bien au-delà de la, je dirais, la ligne de crête qu'on a trouvée, le loi d'équilibre, qui était la loi Claes-Leonetti, qui permet, sans donner la mort volontairement, non pas de l'accélérer, mais de permettre qu'elle se fasse dans une prise en charge maximale de la douleur pour atténuer la douleur, atténuer la souffrance de la personne jusqu'à sa mort naturelle. Là, je parle d'une échéance de quelques heures. Ça, c'est la loi actuelle, la loi de 2016, qui a une dizaine d'années, mais qui est malheureusement, par parenthèse, pas très bien appliquée et très peu financée. Ensuite, c'est une loi, je vous ai dit, injuste, une loi injuste, profondément injuste, parce qu'il y aurait des cas de figure dans certains territoires de France où il n'y a pas de soins palliatifs, faute de déploiement, et donc par la faute des politiques qui n'ont pas déployé les soins palliatifs, il y aurait des Français qui n'auraient qu'un seul choix. Ils n'auraient même pas un choix alternatif, comme ils prétendent le dire, à savoir, non, mais le suicide assisté, c'est un choix. Bien sûr, si vous voulez les soins palliatifs, vous aurez les soins palliatifs, avant. Mais pour ceux qui ne peuvent pas accéder aux soins palliatifs, la seule alternative qu'on leur proposerait pour leur souffrance, ce serait d'abréger leur vie. Donc c'est profondément injuste. Le dernier point, c'est une loi d'abandon, parce que ce serait de la part d'un gouvernement qui soutient cette loi, de l'État, par ses politiques de santé publique, de la société dans son ensemble, si elle l'accepte, ce serait un renoncement et une démission. Un renoncement aux soins, une proposition de renoncement aux soins, et ce serait une démission de toute la société et de l'État d'aller au bout des possibilités médicales, humaines, scientifiques du soin de la vie jusqu'à sa fin. Ça, c'est pour la conception que j'ai de la loi actuelle en l'état de son écriture. Et enfin, je vais vous dire maintenant, en deuxième partie et très rapidement, où on en est et pour, quelque part, j'allais dire, vous alerter, tous autant que vous êtes, quel que soit votre métier, quelle que soit votre situation géographique, quels que soient vos réseaux et autres, vous alerter sur l'imminence de la gravité de cette loi qui pourrait être votée avant le 31 juillet. Définitivement, potentiellement, avant le 31 juillet. Tout du moins, c'est ce que la présidente de l'Assemblée nationale souhaite, il l'a dit. C'est ce que le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite, il l'a dit lors de ses vœux aux Français. Et c'est évidemment, de la part des auteurs, un souhait d'aller au plus vite, car, ils le savent, si l'on passe l'été sans avoir voté cette loi, en définitive de la navette parlementaire, elle pourrait, par hypothèse, ne jamais être votée en fonction du changement du pouvoir dans un an, en espérant que celui ou celle qui sera élu président de la République, bien sûr, bloque le processus. Et donc, c'est une course contre la montre. Parce que la dernière fenêtre de tir, c'est les 2 mois qui viennent. Alors, où on en est, pour conclure très simplement sur le calendrier et pour, encore une fois, vous alerter pour vous dire que n'hésitez pas à en parler autour de vous, sans exagérer. C'est la vérité qui est grave. C'est pas mon propos, je ne crois pas qu'il soit exagéré. Ou alors il faut me le démontrer. Mais parce qu'on a encore une chance de combattre, bien sûr, mais de battre le texte au final, puisque nous en sommes donc à la 3e lecture, là, au mois de juin, à l'Assemblée nationale. En fait, la 4e, parce qu'il y avait une première lecture avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous étions en cours d'examen, le projet de loi est tombé, on a recommencé depuis le début. Donc on va entamer, là, au mois de juin, de manière extrêmement précipitée, tout comme d'ailleurs la 2e lecture qui a été extrêmement précipitée. Le calendrier subit, je vais le dire comme ça, une véritable pression qui est tout à fait anormale et inhabituelle. Mais il n'empêche qu'on voit très bien que tous les échelons de l'État, président de la République, gouvernement, présidente de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés qui militent en direction de cette légalisation du suicide. Et donc il faut saisir les derniers députés hésitants de tous les groupes,
Je ne vous parlerai pas de groupe politique, il n'y a pas de parti politique ce soir, ce n'est pas l'objet. Il faut aller prendre les résultats du scrutin public. Tous ceux qui ont voté pour, il faut les convaincre de s'abstenir. Tous ceux qui se sont abstenus, ce sont donc des hésitants, des indécis, il faut aller les voir pour leur dire appliquez un principe de précaution. Vous ne savez pas? C'est pas grave, vous avez le droit de ne pas savoir. Alors votez contre. À défaut de savoir et à défaut d'avoir une conviction, alors vous votez contre. Donc allez voir respectivement, avec vos proches, avec vos familles, vos amis, dans toutes les circonscriptions de France et de Navarre, tous les députés que vous devez convaincre de ne pas voter ce texte. Et c'est possible. Et on l'a fait entre la première et la deuxième lecture. On continue à le faire entre la deuxième et la troisième lecture, puisqu'on a réduit le nombre de députés favorables à ce texte. On sait que de l'autre côté, dans la navette parlementaire, on a un Sénat qui n'en veut pas du tout. Ils l'ont rejeté à 2 reprises. J'espère qu'ils le feront une 3e fois. Mais je vous rappelle pour conclure que la dernière lecture, c'est la 4e, définitive, peut-être avant juillet, malheureusement, c'est l'Assemblée nationale uniquement. C'est la Constitution qui affirme que le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Et donc, il faut expliquer et hurler, si vous me permettez l'expression, partout autour de vous, à ceux qui sont des partisans de ce texte ou qui pensent rien de ce texte, leur dire ce texte, s'il était voté, eh bien, il serait illégitime, non pas du point de vue démocratique, mais illégitime parce qu'il n'y a pas en France de consensus pour légaliser ce qu'ils appellent l'aide à mourir, ce que l'on appelle l'euthanasie ou le suicide assisté. Il n'y a pas de consensus parce que, il n'y a jamais eu de référendum. Il y a des sondages qui disent des choses très différentes. Je ne rentre pas à nouveau, Laurence en a parlé. Et au sein même, donc ça c'est pour la légitimité populaire, et je suis intimement convaincu, par parenthèse, que s'il y avait un référendum, ils le perdraient, nous le gagnerions, pardon. Parce que je suis intimement convaincu que si les Français avaient tous les éléments en tête, ceux qu'on évoque ce soir, ils ne voteraient pas ce texte, par voie de référendum. Donc pas de légitimité populaire, à défaut de référendum, qu'on a demandé d'ailleurs, et pas de consensus au sein du Parlement. Le Parlement, en France, il est bicaméral, 2 chambres, Assemblée, Sénat. Le Sénat n'est pas d'accord, et de moins en moins de députés sont d'accord, malgré les votes à plusieurs reprises. Voilà ce qu'il faut dire. C'est ça le combat urgent et imminent que nous devons mener tous collectivement pour protéger la vie humaine. Merci. Merci beaucoup. Vous trouverez la liste des députés à sur le site de l'ECJ. Nous avons la liste des députés abstentionnistes, leur mail, de leur écrire. C'est vraiment extrêmement utile de le faire. Merci beaucoup, Santiago, de l'accueil ici à l'Union d'Argentine. Merci beaucoup de vos mots d'introduction, qui étaient vraiment excellents. Si Dieu n'existe pas, alors je suis Dieu. C'est précisément ce que disent les promoteurs de l'euthanasie, qu'on trouve dans les milieux athées, matérialistes, et qui disent généralement que l'humanité est la conscience de l'univers. L'homme serait le seul être conscient peut-être de sa mort. En tout cas, l'homme serait le seul être vivant, conscient, et donc finalement serait lui-même la conscience de l'univers, et serait Dieu. Serait Dieu lui-même. Donc c'est parfaitement cela, juste de rappeler ça à la question de Dieu. Ensuite, merci de nous accueillir dans ce lieu aussi beau, donc, construit en 1928, j'ai pu comprendre. Précisément à l'époque où en Angleterre, M. George Bernard Shaw faisait déjà la promotion des chambres létales, l'un des premiers auteurs britanniques à promouvoir l'usage des chambres létales pour remédier aux problèmes des personnes qui coûtent cher à la société, font perdre leur temps à leur famille, disait-il. Et donc, il recommandait, mais comme d'autres après lui, auteurs, en France y compris, Alexis Carrel, on pourrait faire une liste, déjà dans les années 20, cette époque des Arts déco, la création des chambres létales pour alléger la société. Je dis ça à M. Shaw parce que nous avons ici un M. Shaw, pour alléger la société du poids de ces personnes qui sont comme un poids mort dans une vision purement matérialiste. Donc, après tout ce qui a été dit d'excellent, je ne vais pas apporter d'éléments complémentaires sur le contenu du
texte, ni sur le débat parlementaire, à part de vous inciter à écrire, à contacter vos parlementaires directement, c'est vraiment essentiel. C'est un texte radical, c'est un texte mensonger. Mais le mensonge est le propre des promoteurs de l'euthanasie. Je me souviens, par exemple, lorsque l'euthanasie était mise en œuvre en Allemagne, de façon aussi mensongère, les familles recevaient des actes de décès mensongers avec des lettres de condoléances des services médicaux allemands. On leur faisait croire que leurs proches étaient morts d'une mort naturelle, alors qu'ils avaient été assassinés dans des hôpitaux et dans des chambres létales, comme on disait. Le mensonge est une habitude. L'affaire de Noelia fait penser aussi à la première affaire Buck, 1927, comme cet immeuble, aux États-Unis. L'affaire Buck, qui est aussi une affaire de mensonge, très similaire, une jeune fille, pauvre, violée, dépressive, recueillie dans un hospice, mais dont les directeurs étaient des eugénistes, promoteurs de la stérilisation forcée des jeunes filles pauvres, et aussi ensuite de l'euthanasie forcée, et qui, pour permettre la reconnaissance d'un droit constitutionnel, ou plutôt pour permettre la reconnaissance de la constitutionnalité aux États-Unis de la stérilisation forcée, ont construit toute une opération juridique pour aller jusqu'à la Cour suprême. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont convaincu cette jeune fille, le médecin de cette jeune fille, de demander la stérilisation par le directeur qui était pour la stérilisation. Ce même directeur a identifié un avocat eugéniste favorable à la stérilisation qui a faussement défendu cette jeune fille pour qu'ensemble, ils mènent l'affaire jusqu'à la Cour suprême, pour que la Cour suprême dise que la stérilisation forcée est compatible avec la Constitution américaine. Et donc ce mensonge, c'est une habitude. Ce que je voudrais peut-être vous donner, parce que je suis en train de terminer un gros travail sur ce sujet, c'est cette vision un peu plus historique sur l'euthanasie. Vous êtes confrontés à ce texte et vous dites c'est pas possible, c'est mal. Comment peuvent-ils aller aussi loin dans le mal? Mais c'est complètement faux. De leur point de vue, c'est bien. C'est vous qui êtes mal. De leur point de vue, c'est très bien. C'est un progrès, c'est une forme d'expression de puissance de l'humanité sur elle-même. Et donc, pour eux, il n'y a pas de problème à ce que la procédure soit expédiée. Au contraire. Pour eux, il n'y a pas de problème à ce que les critères soient très larges. Au contraire. Donc, ce que vous considérez comme des choses mauvaises, pour eux, c'est bien. Le problème que vous avez avec le mensonge n'est pas un problème vraiment pour eux, parce que sans cesse, vous avez parlé du nom ADMD, mourir dans la cité, ils ont sans cesse changé d'appellation. L'ADMD tire son nom d'une organisation américaine, Right to Die, qui ensuite a rajouté Dignity, et qui avant s'appelait Association for Voluntary Euthanasia, et qui avant avait encore d'autres noms, et qui tire son origine directement dans les mouvements les plus eugénistes, les plus racistes, qui voulaient l'euthanasie forcée des enfants handicapés, des personnes âgées qui coûtent cher. Et tous ces mouvements-là trouvent leur source, notamment en Angleterre. Je suis heureux qu'il y ait une Britannique qui soit là, dans les milieux de la société fabienne dont faisait partie George Bernard Shaw, Julian Huxley, l'entourage des descendants de Darwin, de Galton, toute cette société athée, matérialiste, évolutionniste, raciste, imbue d'elle-même dans son esprit impérial, devant justifier scientifiquement sa domination sur le monde, et donc concevant cette pensée eugéniste, raciste, et qui va jusqu'à l'euthanasie forcée. L'euthanasie forcée des enfants handicapés, c'est fait. Nous avons maintenant l'avortement eugénique qui règle et qui répond complètement à l'une des principales demandes des promoteurs de l'euthanasie. Nous avons déjà l'euthanasie, nous avons déjà réglé le problème des enfants handicapés. Il nous reste le problème des malades et des personnes âgées et la question du suicide. Pour les promoteurs de l'euthanasie, les descendants des néo-darwiniens, dans la pensée néo-darwinienne qui est assez proche de la pensée nietzschéenne, effectivement, la dignité, c'est l'autonomie, c'est la puissance, c'est l'affirmation de soi. Et donc, pour ces gens-là, eh bien, l'idéal, comme vous l'avez dit, c'est pas tellement l'euthanasie, c'est le suicide. C'est la mort volontaire, à la romaine. Ça veut dire, comme disait
les fondateurs de l'ADMD mourir debout face à un miroir, se regarder mourir, se regarder se tuer, pour être pleinement conscient jusqu'au bout, pleinement maître de sa propre vie, pour que notre esprit, notre volonté domine jusqu'au bout, jusqu'à la négation de soi qui serait la plus haute forme de liberté. Ça, c'est l'idéologie de l'ADMD, c'est du nichisme, et on trouve des liens directs entre l'ADMD française, son origine américaine et britannique. Le logo de l'ADMD, c'est l'organisation britannique qui vient des associations des années 20 qui étaient pour l'euthanasie forcée. Et donc l'idéologie, la matrice, on la retrouve dans les auteurs, les fondateurs de l'ADMD, dans leurs écrits favorables à l'euthanasie forcée, issus du mouvement américain, anglo-saxon, britannique, et qui, lors des années 20 et des années 30, soutenaient et même inspiraient, pour ce qui concerne les Américains, ce qui a été fait en Allemagne. L'Allemagne n'est que l'un des exemples, l'une des modalités de mise en œuvre de cette idéologie. Mais il y a un vrai continuum idéologique entre tout cela. Et donc ça, il faut que vous le compreniez, il faut que nous le comprenions. Nous ne sommes pas face à un accident historique. En Angleterre, c'est la 7e tentative pour faire passer une loi sur l'euthanasie, depuis les années 30. Toujours la même organisation qui vient à la charge et qui revient sans cesse. Mais à chaque fois, ce sont toujours les catholiques qui s'y opposent. En Angleterre, systématiquement, les catholiques, en particulier à la Chambre des Lords, ont réussi à s'y opposer. C'est systématique. Donc la question, la profondeur qu'il faut avoir dans cette compréhension, c'est que nous sommes, oui, sur un sujet de civilisation, mais nous sommes sur une question profondément religieuse. Profondément religieuse. On a parlé de la dignité, c'est vrai. Il y a différentes conceptions de la dignité. On a parlé de la dignité comme expression de l'autonomie. Nietzschéenne, on peut dire, affirmation de soi, qui a généré le droit à disposer de son corps. C'est rien d'autre que cela. Et le suicide serait une expression du droit à disposer de son corps, comme l'avortement, ou comme le transsexualisme, etc. Domination de l'esprit sur le corps, droit à disposer de son corps, c'est l'expression de la volonté, de la puissance de l'esprit sur la matière. C'est directement lié aussi à la pensée matérialiste, évolutionniste, qui conçoit que l'homme est le fruit de l'évolution, laquelle n'est autre que l'émergence de l'esprit à partir de la vie elle-même issue de la matière. Et donc, l'homme serait le produit de ce grand effort d'évolution qui n'est autre qu'un effort de spiritualisation et de domination de l'esprit sur la matière. Donc, la domination de la volonté sur le corps, c'est une expression de notre dignité humaine parce que c'est le propre de l'homme que d'avoir cette capacité. Cette conception-là qui a affirmé dans la filiation de cette pensée nietzschéenne et même évolutionniste, darwiniste, vient s'opposer complètement et se confronter à la conception chrétienne, à la conception qu'on peut aussi appeler, à certains égards, aristotélicienne, de la dignité, qui est une autre conception, je dirais principalement chrétienne. Cette autre conception, c'est celle de, il faut le dire, la dignité de l'homme, corps et âme. Aristote disait, on n'a jamais vu un corps tout seul, sans âme, on n'a jamais vu une âme toute seule, sans corps, ou alors c'est un ange. L'homme, il n'est pas un ange, il n'est pas non plus une bête, il est à la fois un corps et une âme ensemble. Et donc c'est cela notre nature. Quand vous avez une conception évolutionniste darwinienne, et que vous pensez que l'homme est un processus d'affirmation de la volonté arrachée à la matière, eh bien vous estimez que toute la dignité de l'homme réside dans cette puissance de volonté. Si vous avez une conception aristotélicienne et plus encore chrétienne, si vous estimez que l'homme est créé, non pas comme un ange, non pas comme une bête, mais entre les deux, juste au-dessus des anges, eh bien, corps et âme à la fois, et que nous avons été voulus ainsi, et qu'en plus, nous estimons avec la Genèse que cela était bon et même très bon, si nous estimons que la création est bonne, à la différence de certaines formations qui pensent que la création est mauvaise, qu'il faut la corriger. Si nous estimons que la création est bonne, alors l'homme est bon. Si en plus nous reconnaissons que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes très bons. Et si en plus nous acceptons l'incarnation de Dieu en l'homme, qui accepte de prendre la pauvre nature mortelle d'un corps matériel, ce qui a révolté les démons, alors notre vie corporelle, jusqu'à la souffrance et à la mort, est excellente.
Et donc, c'est le respect de cette nature reçue par la création, élevée par l'incarnation, qui justifie la dignité extraordinaire de l'homme dans la perspective de sa vie éternelle. Et cette dignité, évidemment, elle est corps et âme ensemble. Elle n'est pas opposée. Et elle exige de respecter la personne dans sa nature. Et uniquement grâce au christianisme, eh bien, d'exercer la charité à l'égard des pauvres, à l'égard des personnes malades et des morts. Ce n'est que le christianisme qui nous enseigne cette charité. En fait, il n'est pas naturel à l'homme de prendre soin des personnes qui pèsent, de prendre soin des personnes malades, des personnes âgées, des mourants, des pauvres. Ce n'est pas du tout naturel à l'homme. Il n'est pas non plus naturel aux hommes d'être fidèles en couple. Il n'est pas naturel aux hommes ou aux couples d'élever des enfants handicapés. Tout cela n'est pas naturel. Si on peut dire que c'est le péché originel, mais il n'est pas dans notre nature profonde, dans notre spontanéité, que de le faire. Il faut un effort de civilisation. Il a fallu le christianisme pour que les Romains deviennent charitables, pour que les Romains abolissent le divorce, pour que les Romains arrêtent l'avortement, arrêtent l'infanticide, arrêtent l'euthanasie et le suicide, la mort volontaire des Romains. C'est le christianisme qui a arrêté tout ça, qui a éduqué, élevé la civilisation romaine avec la charité. Aujourd'hui, c'est le reflux, le recul du christianisme qui fait simplement que nous revenons à l'état antérieur. Si nous acceptons l'infanticide aujourd'hui des enfants handicapés, c'est simplement parce que nous sommes moins chrétiens. Nous revenons à l'état de peuple vivant en état de péché originel. Nous n'avons plus la grâce, nous n'avons plus les grâces, nous n'avons plus le baptême, nous n'avons plus la capacité à vivre dans la charité. Donc, c'est que par la compréhension de la charité que nous pouvons maintenir la société et la civilisation à flot. Ou alors par l'expérience, peut-être, de la souffrance que va générer ce genre de texte. Et vous savez, on s'habitue malgré tout à la souffrance, on devient plus dur, etc. Un aspect intéressant des débats en cours, c'est qu'il y a deux textes qui ont été débattus, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'euthanasie. Eh bien, vous voyez que ces deux textes reflètent en fait chacun une des deux approches de la dignité. Le suicide, c'est l'approche nietzschéenne, c'est l'approche désincarnée, c'est l'approche athée et matérialiste. Tandis que les soins palliatifs, c'est l'approche de la charité. Vous avez en même temps deux textes qui reflètent les deux dignités, qui reflètent en fait les athées et les chrétiens. Grâce à Dieu, la France est encore chrétienne, on peut le dire, lorsque l'on voit que le texte sur les soins palliatifs a été adopté quasiment à l'unanimité. Donc, la compréhension de la dignité incarnée et de la charité demeure consensuelle en France. Et on voit qu'on essaye à côté de nous imposer une autre conception de l'homme, de la dignité, du rapport à notre propre vie. Et on voit bien aussi que ces deux conceptions sont incompatibles. C'est comme déchoir, en fait, que d'accepter cette conception non charitable, faussement libre, faussement puissante de la mort volontaire. Donc, deux textes qui reflètent le choix devant lequel notre société est placée. Mais encore une fois, la réponse, peut-être malheureusement dans l'expérience, de l'injustice, de la violence qui pourrait sortir, si ce texte est voté, qui sortira de ce texte causera d'immenses souffrances. Donc, soit de l'expérience, il faudra attendre 10 ans peut-être pour qu'on en revienne, ou alors l'autre réponse, c'est de la prière, de la conversion, du christianisme, de la charité chrétienne. L'exemple, c'est pour ça que j'étais tellement heureux d'accompagner des religieuses, médecins, qui aident les malades, les personnes âgées, parce qu'elles sont elles-mêmes l'incarnation vivante, l'exemple de cette charité chrétienne qui a une puissance en fait, immense dans leur message, dans leur exemplarité, et qui touche tout le monde, parce que ce qu'elles font est en fait la perfection de notre société. En plus, elles le font gratuitement.
gratuitement, elles donnent leur vie en fonction. Donc voilà, donc on est dans cette situation. Voilà, je pense qu'il faut vraiment ramener le sujet sur l'aspect religieux, l'aspect chrétien, et comprendre que nous avons face à nous une autre religion qui est une religion de violence et de puissance, et que entre les deux, il n'y a pas de possibilité. J'espère que la venue du Saint-Père, du Pape, en France, en septembre, permettra, je ne sais pas, de faire pression sur le gouvernement, mais je l'espérais, pour qu'il renonce. J'espère que le pape dise publiquement qu'il ne viendra pas si le texte est voté. Et si le texte devait être voté, ce serait un affront au pape de mon point de vue, parce qu'il serait voté en juillet et validé par le Conseil constitutionnel fin août pour un voyage en septembre. Donc un affront quand même pour le Saint-Père. Et je pense un manque de loyauté de la part du gouvernement à l'égard du Saint-Siège. Et donc j'espère que le pape, dans ce cas-là, pourra faire des remontrances sévères au gouvernement français. Thank you very much. We are now closing. It's late, and we will have a cocktail very soon where we can follow up with the conversation. This is the purpose, to keep the conversation going and to have I thank so much all our speakers, your inspirations. And let me very briefly finish with these roadmaps that we have created in the Political Network for Values, because the purpose of these gatherings is not only to share what is happening in different countries, but also to advance the agenda, to always be doing steps forward for the good, for the common good. That's our purpose. So we have prepared a roadmap on the protection of life in its final stages, with good initiatives that we've gathered from different countries that have been passed, proposed in different countries, step by step, in order to achieve our goal, which is that the life of the patients is not undermined, that euthanasia is deemed undesirable, unthinkable, because we want care, we don't want death, we want to build together a culture of life, as you have said, and to follow the commandment, you shall not kill, because this is according to the infinite dignity of every human person. So the politicians that are members and friends of our network can have access to these roadmaps that we have built for you in case it is helpful, and you can register online to access all the details. So thank you again, and let's keep the conversation now in the cocktail. I also thank the people that has been connected online from different countries. Argentina, Colombia, Mexico, other places that they have been following this conference as well. So thank you very much and enjoy. Thank you, Santiago, as well. Bring the way. Bilatéral, pardon.